On reprend notre cours pour expliquer la nature de l'État et le développement de l'État moderne, comme on l'avait commencé. Et par ce biais, on explique les enjeux de la science politique et surtout l'introduction à cette science, parce que ce n'est pas évident. La science politique s'est développée pour expliquer, mais aussi pour construire l'État. Et donc il fallait voir et comprendre l'avènement de cette science. Et on avait eu l'occasion de dire que le développement des sciences à l'époque, la sortie du Moyen-Âge, la recherche des Lumières, va inciter, avec les problèmes qui se sont posés, à développer un État en dehors des textes bibliques, en dehors de la religion, basé juste sur la raison de l'homme. Et il fallait, pour comprendre, pour cet avènement, il fallait se référer à des intellectuels ou des hommes, des philosophes phares à cette époque. C'est-à-dire, il y a eu des discussions marginales sur les thèmes, les principaux thèmes, et j'ai choisi de me limiter à des discours principaux, Le premier, c'était notre ami Hobbes. Lui, pour justifier cet avènement de l'État et l'expliquer, il va revenir et expliquer l'histoire de l'homme. Et il va nous dire que l'homme, il était devenu méchant, tellement méchant, qu'il était en une guerre permanente contre les autres. Et il faut freiner maintenant cette violence de l'homme. C'est pour ça qu'il faut construire un État. Il va tirer de ce constat, de cette supposition, parce qu'il appelait la convention civile, c'est-à-dire que les gens ils vont se retrouver, se réunir et discuter de l'avènement de cet État, mettre les jalons, les premières bases de la construction de l'État moderne. Et de ce fait, ça sera la conséquence, la vision de cet État moderne, c'est la conséquence du constat précédent, à savoir si l'homme était méchant, si l'homme était violent, si les hommes n'arrivaient pas à s'entendre, il faut qu'un État arrive, soit assez fort pour imposer sa volonté, et aux individus et aux groupes. Parce qu'un État moderne, un État qui arrive, un État nouveau, ne va pas arriver sur un no man's land. Il va trouver une organisation, des organisations étatiques, des groupes organisés qui vont lui résister. Et donc il faut s'imposer. Pour qu'il s'impose, qu'il soit fort. Et donc de la nature de l'homme, il va tirer cette conclusion qu'il faut un État fort qui s'impose et impose sa volonté aux individus. Pourquoi? Pour réaliser la paix. Parce que tout ce que cherchent les individus, c'est la paix et la sécurité. Comment il va y arriver à cette conclusion? Il va nous dire qu'il faudra renoncer à nos libertés, renoncer à nos droits au profit d'une seule personne, à savoir le souverain, le roi ou le président, le responsable. Et lui, par cette accumulation de tous les droits des autres, il va avoir un pouvoir souverain qui s'impose à tous. Ça, c'est la première conclusion qu'il tire. La deuxième concerne la culture, parce qu'il ne suffit pas de créer un État. Il faut l'imposer. Mais on ne peut pas l'imposer par la force tout le temps. Il faut qu'il rentre dans les mœurs. Et là, c'est l'éducation qui entre en jeu. C'est-à-dire qu'il faut instruire, éduquer les gens au respect de cet État pour que cet État perdure et dure dans le temps. Et de ce fait, il va nous dire qu'il faut que l'éducation soit monopolisée par l'État. C'est à l'État de faire apprendre aux gens, c'est à l'État d'éduquer les individus à son respect et au respect des autres, des uns et des autres. Bien sûr, j'ai eu l'occasion d'expliquer que notre ami Hobbes, par sa naissance même et par ses idées, il est resté à cheval entre le Moyen-Âge et la modernité. Il est dans l'ancien temps, avec cette conception dictatoriale, comme on l'a expliqué, un individu qui monopole tout le pouvoir sur la population, et la population qui doit juste obéir pour avoir la sécurité. Et donc cette conception
elle était déjà pratiquée par le Vatican et le droit divin, c'est-à-dire les représentants du Vatican, du pape. Par contre, dans sa conception dans l'État, c'est-à-dire quand il dit qu'il faut se référer à une convention civile, au besoin de la réunion des individus qui s'organisent en conséquence, il est dans la modernité. Notre ami Hobbes, on l'a vu Rousseau après, il change cette équation. Lui, il va nous dire que l'homme était heureux et vivait en liberté avant l'avènement de l'État. C'est l'avènement de l'État lui-même qui a créé les violences, qui a développé la violence, parce qu'il a défendu des intérêts des uns contre les autres. C'est même la propriété privée qui va créer tous les problèmes. Et donc, ce n'est pas la création d'un État qui va nous donner la sécurité. On était en sécurité et c'est l'État qui nous menace. Donc il faut qu'on s'organise autour d'un contrat social, c'est-à-dire l'organisation, le regroupement de toutes les volontés, de façon à ce qu'on crée un État et on donne le pouvoir à un souverain, un représentant de l'État, non pas pour nous imposer sa volonté, mais pour garantir notre liberté, garantir notre bien-être qui était à la base, initialement, qui existait auparavant. Donc l'homme ne vivait pas dans le malheur et dans la méchanceté. Il était heureux et il faut que l'État, pour qu'elle soit légitime, nous garantisse cette liberté, ce bien-être. Sans quoi, on est en droit de se révolter contre cet État, son représentant. Et par contre, lui, et contrairement à notre ami Hobbes, il va nous dire que l'éducation, il ne faut pas qu'elle soit aux mains de l'État. Si l'État contrôle l'éducation, elle va faire comme l'Église. Elle va essayer de façonner les esprits, de façon à inculquer aux gens la crainte de l'État, à les manipuler. Et de ce fait, il faut garder la distance vis-à-vis de l'État dans l'éducation. Ce n'est pas à l'État d'éduquer les individus, c'est aux individus de s'auto-s'instruire, d'organiser eux-mêmes la façon de s'éduquer, la façon de s'instruire, l'organisation des études et des diplômes pour couper tout lien avec l'Église. Et on savait que l'Église, en sortant du champ politique, en fait, elle a contrôlé, et pendant longtemps, l'éducation, l'instruction, ce qu'on appelait les messieurs, ou l'école royale, c'est elle qui crée, qui a donné, qui forme les instituteurs et les professeurs qui vont enseigner, et donc qui vont inculquer, ils vont laisser, il y aura toujours quelque chose de religieux dans le texte et dans les textes de l'éducation. Donc, on voit bien l'opposition des deux hommes. L'un, il est un pas en avant et un pas en arrière. L'autre, il est en rupture avec le Moyen-Âge, il est dans la modernité et il nous propose quelque chose de viable. C'est là où intervient notre ami Montesquieu. Montesquieu, lui, quand il arrive, ces philosophes, ils avaient déjà posé, ou plutôt expliqué l'essentiel de ce qu'on veut faire, de ce qu'on souhaite, de la création d'un État qu'on va appeler l'État moderne. Lui, il va mettre quelque chose de plus dans cette construction. Il va nous donner des mécanismes, des éléments clés, les concepts par lesquels on va concevoir cet État. Et on va le former, le construire et le mettre en marche, le faire fonctionner. Et lui, il est parti, comme tous les autres, sur une explication importante, vaste, sur l'évolution de l'humanité et des hommes, sur le développement des idées. Et là, il est quelquefois naïf quand il explique l'évolution de l'histoire.
Il est d'une naïveté telle qu'on ne comprend pas pourquoi il se moque un peu plus ou moins des civilisations alentour de l'Europe. L'Europe sort de l'obscurantisme, du Moyen-Âge, des siècles des ténèbres. Et l'homme, il est tellement content de lui-même qu'il se moque de l'Afrique, qu'il se moque de la Perse, avec les lettres persanes, il se moque de tout le monde. Et ça, on ne le prend pas en considération. Ce qui nous intéresse, c'est d'abord une conception qu'il avait, à savoir qu'il va dire pourquoi, à ce moment-là, les sciences se sont bien avancées. Et lui, il va se poser la question, pourquoi dans les sciences, on arrive à créer des lois, à développer des lois qui expliquent la nature, qui expliquent le développement possible de la nature. On est avec Newton et compagnie, d'une façon scientifique, qui ne crée pas de divergence majeure. Et quand il y a une divergence, quand il y a des points de vue opposés, on va à la pratique, à l'expérience pour déterminer qui a tort et qui a raison. Et il va nous dire pourquoi on ne fait pas dans les sciences sociales comme ça. Et dans la science politique aussi. Pourquoi on ne développe pas des instruments d'analyse qui permettent de comprendre les politiques, les problèmes politiques, les raisonner, les solutionner sans avoir besoin de se battre pour ça. Donc c'est un souhait louable. Comme vous voyez, il va développer, il se préoccupe d'ensemble, il énonce un schéma d'ensemble des questions qui préoccupaient ses contemporains après avoir élaboré un bilan de ce qui avait été l'expérience humaine. Et comme je l'ai dit là, il n'est pas toujours dans le vrai. Son approche historique manque de crédibilité, manque d'une connaissance parfaite, d'une connaissance détaillée, et surtout d'instruments d'analyse. Ce qu'il analyse comme les composantes de la de la société, les classes qui composent la société, ce qu'il analyse dans l'évolution des autres empires de l'Antiquité et les autres périodes suivantes, il n'est pas si scientifique qu'il le voudrait. Mais il avait quand même un avantage. Il voulait faire comme Newton, comme je disais, et les scientifiques élaborer des lois qui expliquent l'évolution de la société humaine et de l'homme, mais il reste modeste. Il reconnaît que je ne prétends pas pour autant avoir la vérité scientifique. Marx le fera plus tard. Il dira qu'on ne peut pas dire que toujours tel phénomène se produit quand telles conditions sont réunies. On ne peut pas dire que toujours tel phénomène se produit quand telles conditions sont réunies. Plutôt, on peut énoncer qu'il se produit le plus souvent. Ce relativisme donc marquera les temps modernes. Et Montesquieu est précurseur de l'approche systémique et de la complexité. C'est-à-dire qu'il va nous dire qu'il faut prendre un ensemble d'éléments, tous les éléments qui entourent le développement de la société, qui entourent le développement des politiques, pour arriver à une connaissance qui n'est pas parfaite, mais qui est rationnelle, raisonnable, mais qui accepte le développement, comme les autres sciences. Marx, lui, il va prétendre à un moment donné, beaucoup plus tard, que son savoir est scientifique et qu'il ne faut pas le discuter. Si vous n'êtes pas convaincu, le goulag. Sinon, plus grave. Donc de cette relativité ou relativisme de Montesquieu, il va nous élaborer, il va avoir quelque chose de très positif pour la construction de l'État moderne. Le débat était jusque-là sur les droits et devoirs des uns et des autres, des gouvernements et de gouverner ou l'inverse. C'est Rousseau et Montesquieu en tant que leaders dans leur groupe. C'est-à-dire chacun il a des adeptes qui divergent quelquefois sur des éléments secondaires. Lui, il va dépasser ce stade et il va nous introduire deux éléments importants. Le premier, c'est la notion d'institution. Cette institution, elle est liée
à l'introduction aussi d'un autre concept, à savoir la personnalité morale de l'État. Quand on développe, et c'est venu du droit privé, les grandes firmes existent déjà, ils ont une personnalité morale qui relève du droit privé. Lui, il va nous dire, on va donner la même chose à l'État. On va lui donner une personnalité morale publique et elle peut avoir aussi en conséquence une personnalité morale privée. Ça, c'est autre chose. Vous le verrez dans le droit administratif. Cette conception, donc, l'État devient institution et tout ce qui est au sein de cette institution, ce sont des sous-institutions. On l'appellera même quelquefois l'institution des institutions. Le Parlement est une institution, l'université est une institution, la municipalité en est une autre, les ministères, le gouvernement, tout ça, ce sont des institutions. C'est-à-dire, elles ont une personnalité, par le biais de laquelle ils s'expriment et elles agissent, comme dans le droit privé. Et l'État, de ce fait, et c'est là le développement qui va bouleverser la chose politique de l'époque, vu de notre époque, c'est-à-dire c'est dépassé. Mais à ce moment-là, à ce stade-là, elle va bouleverser la connaissance du politique parce qu'elle va extirper l'homme, le représentant de l'État, de l'État. Elle va le tirer en dehors de l'État. Le président, le roi, l'empereur ne représente pas l'État par sa personne, non. Il n'est qu'un simple représentant. C'est-à-dire qu'il n'y a pas ce lien qu'on mettait avant entre la personne de l'empereur ou du roi et l'État. Non, ce sont deux choses distinctes. L'État perdure dans le temps. Le représentant, lui, il a un mandat où il a une vie à faire, à représenter cet État, et il s'efface et l'État continue. L'État continue, quelqu'un d'autre prend la relève, et c'est pareil, il s'exprime au nom de l'État, il n'est pas l'État, il s'exprime au nom de l'État. Donc cette différenciation va être aussi poussée plus loin pour créer une séparation aussi entre les biens du roi, de l'empereur, du président et les biens de l'État. Le responsable de l'État, le représentant de l'État, il est rémunéré, il a un salaire pour son travail de représentation. Mais ce n'est pas lui l'État. Il la représente, mais il n'y a pas comment dirais-je, il ne colle pas à la personne morale de l'État. Et de ce fait, l'État, elle demeure, elle continue après son représentant, avec un autre représentant, et ainsi de suite. Donc on ne s'arrête pas à la personne. On va prendre l'individu, la personne morale, et comment on va s'exprimer cette personnalité morale. Montesquieu, il va nous présenter un élément clé aussi pour donner forme, une forme politique à cette organisation juridique, à cette conception juridique de la personnalité morale. C'est la souveraineté. L'État, il est souverain. Donc, c'est venu du terme et du concept de souverain. Le souverain, le roi ou l'empereur, ben l'État, c'est lui qui va déposséder son représentant de ce terme. Et l'État, il va devenir souverain. Et cette souveraineté s'impose à tous, y compris à ses représentants les plus qualifiés. Autrement dit, au roi et à l'empereur. Ils représentent la souveraineté de l'État. Et ils ne sont souverains que par la souveraineté de l'État. Et leur souveraineté périsse dans le temps, et la souveraineté de l'État perdure et dure. Même si on change l'État ou l'organisation étatique, la personnalité morale et la souveraineté, qui est son habit, continue dans le temps. Pour la pérennité des relations internationales, déjà entre États et entre l'État et ses administrés, ses citoyens.
Donc le débat a été jusque-là sur les droits et les devoirs des uns et des autres, des gouvernants et des gouvernés, ou l'inverse. Montesquieu a intégré la notion d'institution qui révolutionnera la notion de l'État et le jeu politique. C'est une personnalité morale détachable des individus, nous dira-t-il. Elle leur survit même, donc elle les dépasse. L'État comme institution devient ainsi indépendant non seulement de l'Église, mais aussi de la personne du chef, le souverain, et plus tard des citoyens. Les conséquences de ce développement vont être graves et importantes. Importants et graves en même temps. Pourquoi? Il théorise ensuite l'institutionnalisation du jeu politique par le biais des partis politiques. C'est pour la première fois où on va faire entrer, on va développer la conception des acteurs de ce mécanisme juridique, de cette boîte noire qui est l'État, les partis politiques, qui sont composés d'hommes libres qui, comme les mains secourent le corps, interviendront chaque fois pour aider au rétablissement de l'équilibre politique s'il est menacé. Donc il va développer aussi la notion de parti politique, parce qu'auparavant, les groupes n'avaient pas une appellation, ils n'avaient pas une façon de s'organiser fiable et juridique. Parce que le parti politique, lui aussi, va avoir une personnalité morale. Et donc il ne sera plus attaché à son leader, ni à sa population, ses partisans tout de suite. Il perdure, il dure dans le temps. Et cette organisation, c'est elle qui va permettre de faire fonctionner l'État, d'organiser les groupes et l'exercice du pouvoir entre groupes. Montesquieu fait intervenir la notion donc de séparation des pouvoirs pour garantir l'équilibre politique, en particulier entre l'exécutif et le législatif. Parce qu'on avait dit à Montesquieu comme critique, si l'État devient autonome et indépendant avec la personnalité morale, est-ce qu'il ne risque pas de devenir dictatorial? Est-ce qu'on ne tombe pas dans la notion des léviathans de Hobbes, un monstre devant lequel l'individu est insignifiant? Il va dire non. Les partis politiques, c'est les instruments de développement du jeu politique, mais il faut aussi, dans la conception de l'État, séparer le pouvoir exécutif du pouvoir législatif, de façon à ce que l'un s'oppose à l'autre et créer un équilibre comme dans la nature. Deux oppositions font avancer les choses. Elles ne s'annulent pas, mais elles gardent l'équilibre entre elles. Et donc, parce qu'à ce moment-là, le droit n'est pas si développé. On est en train de poser les jalons du droit positif. Il va se développer avec l'État moderne. Et de ce fait, on ne pense pas à l'indépendance du pouvoir judiciaire. Il n'est pas encore élaboré comme aujourd'hui. Donc, il insiste sur l'exécutif et le législatif, à savoir sultat fidiya ou sultat shri'iyya. L'exécutif, c'est le gouvernement. Le législatif, c'est le Parlement. C'est les délégués des individus du peuple qui vont représenter le peuple. Donc ça, c'est des garanties, nous dit, pour lutter contre la dictature. Plus tard, Hegel fera intervenir la notion de société civile comme un élément important dans le jeu politique. Autrement dit, pour créer toujours cette force, cette organisation qui permet ou qui pousse à modérer le pouvoir de l'État nouveau. Modérer le pouvoir de l'État, c'est-à-dire l'empêcher d'être dictatorial. L'empêcher, parce qu'on avait eu l'occasion de le dire, le pouvoir use et abuse. Il faut lui créer des délignateurs qui l'empêchent de déborder sur les individus, de déborder sur les libertés des individus et les droits des individus, et donc d'être dictatorial. Des paramètres comme ça fixes sont ainsi posés pour appréhender le politique, avant que notre ami Marx, comme on l'a dit, ne remette en cause radicalement cette construction.
en donnant à la complexité énoncée une dimension économique dominante. Ça veut dire quoi? Eh bien, il va revenir à ce qu'a dit au départ Rousseau, à savoir que c'est la propriété privée qui est à la source de tous les maux. Et la lutte entre les individus, la guerre entre les groupes. Et de ce fait, en limitant, en contrôlant la propriété privée, en contrôlant la violence dans la société. Marx, lui, il va pousser plus loin sa conception en lui disant qu'il faut éradiquer, il faut enlever la propriété privée pour créer un État viable. Et donc, il va donner dans toute son explication de l'évolution de l'histoire humaine, de l'homme et de la politique et des institutions, une explication économique pure et simple, pure, dominante. Il n'a pas eu cette sagesse de Montesquieu qui, en prétendant avoir une explication de l'évolution de l'histoire politique, il reconnaît que, il dit, je ne prétends pas donner des lois sûres et certaines. Je pense seulement. Je pense et vous devez m'aider à penser à ce qui est vrai et ce qui n'est pas vrai dans cette histoire de l'homme. Marx, lui, il va venir couper court et dire non, j'ai une explication scientifique, elle n'accepte pas le débat. L'enjeu essentiel, l'élément moteur des politiques, de l'évolution de l'État, c'est les enjeux économiques. Mais là, il déborde, notre ami Marx. Il sort de la rationalité souhaitée au départ, de la raison. Parce que dire que c'est la fin de l'histoire avec cette conception, la fin de sa conception de l'État bourgeois, la destruction de l'État bourgeois et l'arrivée de l'État prolétarien, dire qu'avec là c'est la fin de l'histoire, notre ami Marx n'est plus un penseur ni un philosophe, il se prétend pratiquement un messie. Non. Il fallait mettre un peu d'eau dans son vin et reconnaître la relativité de ses prétentions. Parce qu'on aura toujours besoin du volet scientifique du marxisme, à savoir le structuralisme. En philosophie, dans l'analyse économique, dans l'analyse politique, dans tous les domaines, le structuralisme, jusqu'à nos jours, a triomphé et triomphe pour la lecture de telle ou telle situation donnée, dans tel ou tel domaine. Mais de là à dire que c'était la fin de l'histoire, l'homme va s'arrêter là, avec l'État prolétarien, c'est complètement fou, pratiquement. Et c'est pour ça que, plus tard, Max Weber, lui, il va intégrer, au lieu de l'historisme matériel, historique de Marx, c'est-à-dire cette prétention que son explication de l'histoire est vraie et sûre, et donc ce qu'il va tirer en conséquence est aussi vrai, et que l'État tel qu'il le préconise, l'État prolétarien, c'est la fin de l'histoire. Ben, tout ça, c'est une naïveté qui dépasse peut-être un peu la naïveté de Montesquieu, quand il expliquait le rapport de force dans les temps anciens, l'organisation du pouvoir au temps des anciens, avant l'avènement de l'État moderne. Et donc Max Weber, il va lui intégrer l'historicisme par opposition à un matérialisme historique qui va être l'historicisme, à savoir que toute société a un fil, une évolution. Toutes les sociétés se ressemblent dans leur évolution et qu'il faut respecter cette évolution. On ne peut pas griller les étapes, on ne peut pas faire un saut d'un pays, par exemple, sous-développé à un pays développé sans passer par un stade de pays en voie de développement. Parce qu'on peut, à la rigueur, penser le faire en économie, on peut penser le faire en politique, dans les dessins sur le papier. Mais comme on le verra, le problème, ce sera toujours l'homme. L'homme.
Si vous ramenez quelque chose, un développement, avec une rupture dans le passé, l'homme ne comprendra pas, il ne s'adaptera pas. C'est-à-dire si on arrive à notre époque, les États africains, les États arabes, ils ont importé des modèles européens. Ça a donné quoi? Pratiquement rien. Un dualisme, il y a le temps moderne, la situation, le système ancien, traditionnel, qui survivent les deux. Et ce dualisme empêche même tout développement, parce que la lutte est juste là. Et l'État moderne devient juste une forme, une des apparences d'État, alors que l'essentiel est dans le secteur informel en économie, le secteur organisé d'une façon traditionnelle dans le politique et le culturel. Donc, il faut bien, c'est ce que dira Max Weber, que cette évolution ou cette prétention de Marx n'est pas scientifique, puis à partir du moment qu'il dit qu'il ne faut pas, ça ne se discute pas, donc il le pose comme un dogme qu'on ne peut pas discuter. Et si on ne le discute pas, ben, ce n'est plus de la rationalité, ce n'est plus de la raison. Ça rapproche de ce qu'on appellera le populisme. Dire quelque chose pour plaire à un ensemble de groupes, à un auditoire précis, mais sans respecter les règles de raison. Justement, qui accepte, qui appelle à la critique, parce que c'est la critique qui fait développer, qui fait évoluer les choses. Refuser la critique, c'est s'enfermer dans les dogmes, et s'enfermer dans les dogmes, c'est tomber dans les temps anciens. Quand le Vatican disait que tout ce qui se discute, la réalité ou la vérité telle qu'elle est dite par le Vatican, ben, il faut le brûler comme une sorcière ou un sorcier. On n'en est pas loin. Donc des paramètres fixes sont ainsi posés pour appréhender le politique avant que Marx ne remette en cause radicalement cette construction en donnant la complexité énoncée une dimension économique dominante. On a dit que l'économique joue un rôle important. Mais son évolution n'est pas liée automatiquement à l'évolution des droits. On a eu l'occasion de dire aussi que l'État moderne reflète et exprime la volonté de la bourgeoisie développée. Que la rationalité même de l'État moderne et de la pensée de cette époque vient du développement de la classe bourgeoise. Pourquoi? Parce que la classe bourgeoise, ce n'est pas les gens qui ont de l'argent. Ça, c'est une compréhension imbécile venue, c'est-à-dire dans les pays du tiers-monde, venue dans la mentalité populaire, même en Europe et ailleurs. Il est riche, il est bourgeois. Non. La définition du bourgeois, c'est quelqu'un qui a les moyens de production, de richesse, de biens. Et les moyens de production de cette richesse et de biens, ils viennent d'où? Des usines, ce n'est pas la rente par l'agriculture, non. C'est l'industrie. L'industrialisation, c'est quoi? C'est des usines. Et des usines, c'est quoi? C'est des machines. Donc c'est là le lien entre la rationalité dans l'économie et la rationalité dans le politique. On est arrivé à un stade où on développe des machines. La machine, c'est-à-dire on commence, il y avait des machines, des moteurs qui tournaient avec du bois. Après, on arrive à des machines qui tournent avec le charbon, mais on est toujours dans la conception des machines à vapeur. Et petit à petit, on va avancer vers des moyens de production, autres comme le pétrole et ainsi de suite. La différence, c'est que dans l'ancien temps, le féodal, c'était un propriétaire terrien. Sa vie, sa richesse était liée à la nature. Il pleut, il est riche, il ne pleut pas. Il est pauvre, ou pratiquement ruiné. Donc il y a du fatalisme là-dedans. Et de ce fait, l'homme, il est resté proche, c'est ce qu'il croit, proche du ciel. Il doit prier Dieu pour que la pluie tombe. Il doit remercier Dieu parce que la pluie est tombée. La bourgeoisie et la conception bourgeoise, elle est liée à la machine. C'est-à-dire qu'on a développé des mécanismes intelligents. L'homme les a développés. Il crée, elle bouge, elle marche, elle fonctionne avec l'énergie propre créée par l'homme aussi.
Et quand elle tombe en panne, on appelle le technicien, on appelle l'ingénieur et il va faire un diagnostic et nous dire qu'est-ce qui ne marche pas. On ne va pas mettre de l'encens, on ne va pas prier les cieux, on ne va pas tuer quelqu'un pour le présenter au Dieu comme cadeau afin que la machine démarre. Non, on appelle le technicien, l'expert, l'expertise. Il va nous dire voilà ce qui se passe. La machine ne marche pas parce qu'il y a tel câble qui a cassé ou parce que tel visible est grillé ou telle chose qui ne marche pas. Et c'est ça la rationalité. Et c'est ça ce qu'on a voulu faire de l'État. Un État moderne, c'est-à-dire qu'on appelle on n'a pas besoin d'interroger le ciel ou les nuages pour savoir qu'est-ce qui marche ou qu'est-ce qui ne marche pas. On va faire une expertise, on cherche les experts, on lui dit, regarde, on a tel problème et tel problème, comment on va résoudre le problème? Il va étudier, lui, la source du problème et donc la solution proposée. C'est une prétention. Mais l'essentiel, c'est ça qu'il faut garder en tête. Louis Marx, il insiste sur la domination, sur la propriété. Non. Nous, on fait référence à la bourgeoisie en tant que conception, en tant que façon de penser qui est liée à la modernité telle qu'elle se voit dans le développement des moyens de production. Réparer une machine, ce n'est pas comme appeler la pluie ou attendre la pluie ou remercier pour la pluie dans l'agriculture. Et c'est ce qui fait la différence entre l'ouvrier et le paysan. L'ouvrier, il voit bien qu'il est entouré de machines, mais qu'il n'y a pas de secret dans ces machines. Il n'y a pas de la haute là-dedans. Il n'y a pas de métaphysique. Si lui ne comprend pas pourquoi la machine elle fonctionne de telle façon, elle ne fonctionne pas de telle façon, l'agent de maîtrise, l'ingénieur, il lui expliquera. Et si ça tombe en panne, c'est pareil, on appelle l'expert pour que ça se répare. Le paysan, lui, il est resté près de la nature. Et donc, il a cette prétention d'être proche du ciel pour que ça marche. C'est tout l'enjeu qu'il faut retenir. Donc le bourgeois, ce n'est pas avoir les biens. Les aristotes de l'époque, les aristocrates, en investissant leur argent, c'est-à-dire quand ils vont voir qu'ils vont perdre le pouvoir, qu'ils ont perdu le pouvoir, ils vont investir dans l'industrie et dans les banques. Le fait d'investir de l'argent, c'est... Avant, ils vivaient de la rente, là, ils vont vivre des intérêts. Mais il n'a pas une conception de construction. Il n'a pas une conception nouvelle. Il ne dynamise pas la production. Il ne crée pas de nouvelles machines. Il ne développe pas des moyens de production. C'est le bourgeois qui le fait. Et si un aristocrate, il le fait, et souvent, il y en aura qui seront des industrieux, qui feront des industries, des sociétés qui deviendront des multinationales, c'est parce qu'ils auront fait une rupture intellectuelle entre ce qu'ils étaient auparavant et ce qu'ils sont devenus auparavant, après. C'est-à-dire qu'ils ne pensent plus de la même façon. Ils n'ont plus la même culture d'antan. Ils ont adopté, ils se sont appropriés la connaissance de leur époque et ils se sont adoptés. Et donc ils sont devenus, il a le titre de noblesse, mais ça ne change rien. C'est-à-dire que ça n'a pas d'importance. Ça rappelle seulement qu'il vient d'une grande famille. Mais son intérêt, son importance règle dans ses moyens de production, dans sa participation dans la production globale de la société. C'est là son importance. Et donc c'est pour ça qu'il ne faut pas, quand on dit la bourgeoisie ou l'État bourgeois, ce n'est pas un sens péjoratif marxiste, non. Au contraire, c'est dans un sens savant. Le bourgeois en tant qu'homme industrieux, homme qui va développer la société et les relations sociales au sein de la société parce qu'elles sont tournées plus vers l'industrie et donc la rationalisation que vers l'agriculture et que les paysans, comme je l'ai dit, sont restés plus ou moins en arrière. Avant que l'ère moderne, on voit l'industrialisation au sein de l'agriculture, c'est-à-dire que l'agriculture devient plus industrielle qu'elle ne l'était auparavant. Et là,
Le paysan n'est plus un paysan, mais un agriculteur, un spécialiste, un technicien de tel ou tel produit. Et bien sûr, ce n'est pas seulement l'élément faible dans la conception paysanne. On donne souvent l'exemple du Mexique, où il n'y avait pas d'industrialisation, mais il y a eu plusieurs révolutions. Ils ont été menés par les paysans et n'ont jamais abouti. Pourquoi? Parce qu'il manquait cette rationalité bourgeoise. Et non pas, comme dira Marx, les ouvriers. Non. C'est-à-dire c'est un élément social, il est déjà un esprit bourgeois, autrement dit, qui fonctionne par un savoir positif, qui réfléchit par un savoir positif, par le droit positif, une science rationnelle, et non pas par des reliquats du vieux temps. Donc Marx, comme on vient de le voir, il a voulu faire une rupture qui était violente et qui n'aboutira pas. Et c'est notre ami Max Weber, lui, qui va ramener la pensée politique à une échelle modeste et adéquate. Parce que rationnelle, en fait, parce qu'elle accepte, elle explique l'évolution et elle accepte la critique. C'est comme on avait dit dès le départ, c'est la définition même de la science. C'est la définition même de la science. Donc les attributs de l'État moderne, comme ils vont être développés par Montesquieu, c'est la conception de l'État moderne s'est affinée à partir du XIXe siècle, comme il a fallu le distinguer. Il a fallu aussi, par le biais de la notion d'institution et l'institution des institutions, comme je l'ai expliqué, le distinguer de l'empereur, et puis des individus en général, pour qu'ils puissent enfin prendre forme. Donc l'État en tant qu'institution, il a été au départ, on a fait la rupture avec le pape, il n'a plus d'interférence, il n'intervient plus. Ensuite, avec toujours la notion d'institution, on a fait la rupture avec l'empereur et le roi. Ils sont des représentants, ils ne sont pas l'État. Ils représentent l'État. Et eux, ils périssent et l'État demeure, il continue, parce qu'il a une personnalité morale indépendante, autonome. Et puis, on arrive à la fin, c'est-à-dire que l'autonomie de l'État, réelle ou fausse, ça se discute et ça ne se finira jamais de discuter. Ou tantôt réel, tantôt fausse. Et alors, appréhender de plusieurs façons. Parce que cette autonomie de l'État, il est devenu autonome par rapport au pape, il est devenu autonome par rapport à l'empereur, il va devenir autonome par rapport aux individus. C'est-à-dire le peuple et la population. Ils n'auront plus le droit de cite, avec des concepts nouveaux. Et c'est tout le drame, c'est toutes les critiques qui vont crier au scandale. Et ils n'auront pas tort, parce que ça rappelle le Léviathan, la conception de Hobbes, l'État omnipuissant. Seulement avec Hobbes, il incarnait, le roi incarnait l'État. Et si l'État est devenu indépendant et autonome vis-à-vis du roi, et le plus grave, vis-à-vis de l'homme, du citoyen. Et donc il ressemble à un monstre. Alors, les juristes ils vont s'investir à chercher les moyens de contrôler ce monstre, d'imposer des limites à ce monstre, de l'empêcher de devenir monstrueux pour rester dans le cadre voulu par l'homme et donc sous le contrôle de l'homme. Comment? Ce sont deux notions qui vont être développées, qui vont l'une explique l'autonomie de l'État et son rapport à la population, et l'autre, elle impose les limites à l'État. L'État souverain, ce concept a une double connotation. Il a été érigé pour dissocier l'État du prince, et ce, au niveau international et interne.
Un État souverain, comme on disait tout à l'heure, c'est-à-dire c'est l'habillement de la personnalité morale. L'État, il a une personnalité morale distincte, donc il s'habille avec un habit juridique et politique qui est la souveraineté. Et cette souveraineté, donc, il va s'exprimer à travers elle vis-à-vis des autres États. Quand les États se regroupent avec leurs représentants, ce sont des États souverains qui s'expriment. Ce n'est pas le roi, ce n'est pas le roi, le chef du gouvernement, le président, l'empereur. Il s'exprime au nom de l'État. Et les engagements qu'il prend perdurent et demeurent après la disparition de l'empereur. Parce qu'ils lient l'État. C'est tout l'enjeu de la souveraineté. Et la souveraineté, elle est attachée donc, sur un territoire, c'est-à-dire pour la reconnaître, pour lui donner un contenu. Elle est attachée sur un territoire et une population grâce à un pouvoir de coercition institutionnalisé. Donc il faut un territoire, un État. Pour qu'il y ait un État, il faut un territoire, il faut qu'il y ait une population sur ce territoire. Et le plus important, l'élément clé, c'est qu'il y ait un pouvoir de coercition institutionnalisé. C'est-à-dire un pouvoir qui peut utiliser la force, mais pas n'importe comment. Un pouvoir qui a le monopole de la force, mais selon des règles de droit. C'est pour ça qu'on appelle institutionnalisé. C'est-à-dire qu'il appartient à une institution qui agit, qui est formulée par le droit et qui agit par le biais du droit. Donc ce n'est pas une dictature, non. D'ailleurs, si le pouvoir politique, le pouvoir de l'utilisation de la force n'est pas institutionnalisé, n'est pas fondé par le droit, la reconnaissance des autres États est douteuse. On va toujours formuler des critiques. Parce que tant que la violence existe dans un État, on est moins sûr de cet État. Des changements brutaux, brusques, et de toute façon, la confiance dans les relations, dans les engagements, dans le commerce, dans les investissements est gravement touchée. Donc l'élément clé, c'est la souveraineté. Elle apparaît au niveau interne vis-à-vis de la population et au niveau de l'extérieur des autres États. Et les États, par leur souveraineté, ils sont égaux. Dans le second, donc, c'est-à-dire avec la relation de l'État avec ses individus. Le souverain est la somme des volontés des citoyens exprimées par le suffrage, autrement dit par les élections. Celui-ci est formulé juridiquement comme une délégation de pouvoir. C'est-à-dire, comment on explique qu'il y a un individu qui est au sommet de l'État et qui agit au nom de l'État? Juridiquement, c'est une délégation. Quand on met quelqu'un par des élections au pouvoir, c'est-à-dire qu'on lui a donné une délégation, on l'a délégué pour nous représenter et agir avec l'État et au sein de l'État de façon à préserver nos droits, nos intérêts d'aujourd'hui et de demain. Même si le débat à ce sujet demeure, cette délégation, comment on va la voir, elle va poser problème. Selon la conception de la souveraineté, l'explication de la délégation peut changer. On a expliqué d'un côté, c'est-à-dire la souveraineté, au sens populaire. Autrement dit, elle représente le peuple entier. Qu'est-ce que c'est la souveraineté? C'est la représentation de tous les droits, de tous la part de souveraineté de chaque individu dans le peuple se réunit dans ce qu'on appelle la souveraineté populaire. Et de l'autre côté, d'autres penseurs, ils vont dire non, c'est la souveraineté nationale, pas la souveraineté populaire, c'est différent. La souveraineté nationale fait référence à la nation et la souveraineté populaire fait référence au peuple. C'est quoi la différence? La souveraineté populaire, fait référence au peuple existant, vivant, qui peut changer d'avis, protester, se révolter pour retirer cette délégation à ses représentants s'il considère qu'ils ne le représentent pas réellement. Donc dans la souveraineté populaire, il y a une reconnaissance de facto
à la résistance à la politique de l'État. On a délégué des individus au Parlement, au gouvernement, pour nous représenter, mais s'ils font quelque chose qui nous déplaît, on peut manifester, sortir dans la rue, crier au scandale, jusqu'à ce qu'ils changent de politique ou se retirent. Parce que c'est nous les délégataires, c'est nous qui leur avons donné ce droit. Et s'ils n'en sont pas d'accord, on peut leur retirer ce droit, cette délégation. Et on refait des élections, on trouve une autre solution. Les politiques, ils ont dit, ça c'est grave. Si chaque fois que le peuple n'est pas d'accord, il va se rébeller pour changer de gouvernant, on n'est pas sorti de l'auberge. Alors les juristes, ils vont dire non, 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 la souveraineté nationale est plus pérenne. Elle va aider la pérennité de l'État et des intérêts de l'État. Parce que la souveraineté nationale se réfère non pas à un peuple, mais à la nation. Et la nation, c'est quoi? C'est le peuple d'aujourd'hui, c'est les ancêtres d'antan, et c'est les futures générations. Tout ça, c'est la nation. Et de ce fait, la conséquence de cette définition de la souveraineté, c'est que le délégataire ne peut plus peser sur le délégué. C'est-à-dire, j'ai voté pour la majorité parlementaire, j'ai voté pour le parti qui est au pouvoir, mais une fois que j'ai voté, je n'ai plus le droit d'intervenir. Je peux exprimer un point différent. Je peux critiquer, mais je ne peux pas réclamer le changement de la majorité ou le changement du gouvernement. Parce que le représentant, le délégué peut toujours dire « Moi, j'ai des informations, moi, j'ai l'expérience, moi, je connais tellement de choses par rapport au petit peuple, par rapport aux individus au petit peuple. Moi, je connais le passé, je connais les intérêts d'aujourd'hui et j'ai une vision parce que je ne fais que ça, la politique, de l'avenir. Et de ce fait, je me positionne dans le respect des ancêtres, dans le respect des intérêts d'aujourd'hui, mais les intérêts d'aujourd'hui qui respectent les intérêts de demain. Vous me réclamez par exemple une augmentation des salaires, et moi je dis si je dois augmenter les salaires, je dois m'endetter plus, et si je m'endette plus, ce sont nos enfants, les générations futures qui vont supporter cette charge de la dette, et donc je n'ai pas le droit de le faire. Je ne peux pas accepter votre demande. Et oui, et avec cette explication, on retire le droit à la rébellion, le droit à de changer d'avis et de faire ou de vouloir changer de majorité dans un engagement politique. Une fois qu'on a voté pour un parlement, pour une majorité parlementaire, pour un gouvernement, ben, il doit faire son mandat jusqu'à la fin et attendre les prochaines élections pour s'exprimer, pas avant. Donc c'est tout l'intérêt de ces deux conceptions. Et certains pays, donc, ils adoptent dans leur constitution ce qui constitue un État. C'est un texte, c'est pour ça qu'on l'appelle la Constitution. Il constitue un État. Et donc, il va nous dire tel, qu'est-ce qu'il fait le président, qu'est-ce qu'il fait le chef du gouvernement, qu'est-ce qu'il fait le ministre, qu'est-ce qu'il fait. Les droits de chacun et les devoirs, c'est lui qui fait les éléments clés de la Constitution de l'État. Les uns vont se référer à la souveraineté populaire, d'autres à la souveraineté nationale. Et par rapport à cette souveraineté, on sait que si la population a le droit de changer sa majorité, juste par demander un référendum, par exemple, ou par des manifestations, aussi elle n'a pas le droit, parce que c'est une souveraineté nationale. En France, par exemple, on a commencé par la souveraineté populaire, puis on est parti par la souveraineté nationale, et après, en 1958, on a mixé les deux. On fait référence tantôt à la souveraineté nationale, tantôt à la souveraineté populaire. Et c'est ce qui se fait maintenant dans la majorité des pays. C'est-à-dire que le politique, il utilise ce qui lui plaît, selon son intérêt. Tantôt il va dire, c'est la souveraineté populaire, j'ai besoin d'un référendum, tout le monde vote oui pour moi, s'il vous plaît, et on s'engage sur tel projet. Et tantôt il va dire, ah non, je demande qu'il voit que l'opinion est contre lui, il dit, ah non. La souveraineté nationale, on ne va pas demander au peuple d'aujourd'hui de dire parce qu'il ne sait pas ce qu'il en est. Ou peut-être qu'il va même dire non. À ce moment-là, on revient aux représentants.
c'est, je crois, le traité de Lisbonne sur la constitution de l'Union européenne. Ça veut dire quand on a voulu diminuer un peu les souverainetés des États au profit de l'État fédéral en devenir l'État de l'Union européenne, tous les référendums, ils étaient contre. Alors on a réuni, fait un jeu de passe-passe juridique. Au lieu de faire une constitution européenne, on a dit on va faire un traité européen. Et de ce fait, on va discuter de ce traité entre les chambres des représentants, le Parlement, le Sénat, dans tous les pays, et on le vote, et le peuple n'aura pas le droit de se dire, parce qu'il a voté non, parce qu'il ne comprend pas, et donc non, c'est mieux que lui, ses intérêts d'aujourd'hui et de demain, et comme ça on est passé outre. Donc la souveraineté nationale, par contre, englobe les ancêtres, les vivants, les générations futures. Du coup, le mandaté peut se retourner contre le mandataire et affirmer qu'il connaît mieux le bien de la nation, puisqu'il a une vision globale, une vision qui dépasse l'immédiateté de l'intérêt du simple citoyen. Donc ça, c'est les premières conclusions de cet élément. Donc si là, dans la souveraineté, la puissance de l'État apparaît, de l'appareil étatique, la présence réelle mais volatile du pouvoir politique. Il est là, on le sent. Et il peut prendre des formes qu'on ne peut pas imaginer. Il peut s'immiscer dans des coins qu'on ne peut pas s'imaginer. Il est tout. Et il n'est rien. Il est tout parce qu'il touche à tout. Il n'est rien parce qu'il est invisible. On ne peut pas le toucher de la main. On peut en subir les conséquences, mais on ne peut pas le voir. Donc, le risque de dérive possible a devenu souvent. C'est-à-dire que l'État dictatorial est apparu après les révolutions, de la Révolution française, la Révolution anglaise. Juste après la Révolution française, il y a eu notre ami Napoléon qui s'est imposé comme empereur, il a fait ce qu'il voulait. Il est parti en Russie avec 500 000 hommes, il est revenu avec 50 000. Et on l'a attendu, les gens l'ont accueilli avec enthousiasme. Donc il faut se méfier de l'homme. Et donc le risque de dérive possible, venu souvent, de l'État ainsi constitué n'a pas échappé aux juristes. En effet, l'autonomie de l'État souverain, qui s'articule désormais sur et par la notion de personnalité juridique publique, faisait trop référence au Léviathan, comme je l'ai expliqué. Et ce sont les adeptes du droit naturel. Cette conception, en fait, appartient aux Grecs. Elle a été développée par les Grecs depuis longtemps, la civilisation grecque. Mais elle était dépassée parce qu'elle prenait ce qu'il y avait dans la nature et dans ce qu'il y avait dans la réalité comme naturel et donc inchangeable. On ne peut pas changer, il n'évolue pas, il ne change pas. Le droit tel qu'il est. La principale critique qu'on le faisait, c'est qu'il disait qu'il y avait le maître, il y avait l'esclave, et bien c'est la nature qui l'a fait comme ça, mais on ne change pas. Il n'y a pas de raison de changer, c'est vrai, parce qu'on ne demande pas à l'esclave son avis. Donc, il va être remanié, cette conception de droit naturel, va être remanié pour lui donner une autre explication, développer quelque chose qui avait apparu dans la civilisation grecque et chez les juristes grecs, mais qu'il avait réservé aux citoyens grecs et empêché son utilisation par les citoyens, le reste du monde, les populations du monde alentour. Donc, remaniés à la lumière de ce siècle, qui vont monter au créneau pour en limiter le pouvoir, c'est-à-dire délimiter le pouvoir de l'État et son autorité. Donc, les conceptions, on a vu, de la souveraineté déterminent, posent l'État moderne, sa personnalité, ses prérogatives, qu'est-ce qu'elle fait, qu'est-ce qu'elle ne fait pas. On a discuté de sa représentation, elle représente le peuple ou la nation. On a vu les conséquences, et ce n'était pas suffisant. Il fallait créer quelque chose pour préserver l'homme du retour possible du Léviathan. Le retour toujours possible du Léviathan, à savoir le monstre
l'État dictatorial. Mais il est revenu. Il est revenu et on a eu l'occasion de parler, de dire qu'on a conçu l'État moderne, on a essayé de concevoir l'État moderne pour échapper aux guerres permanentes du Moyen Âge. Mais l'homme, il reste l'homme. Les institutions. C'est bien, quelque chose de positif, mais il reste manipulable. Si on ne change pas l'homme, il ramènera les institutions, les plus belles institutions du monde, à sa version, à sa vision, à sa nature. On a fini avec les guerres du Moyen Âge, on est rentré dans la guerre de Crimée, les guerres de Napoléon, la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, les guerres coloniales, les guerres d'indépendance, la guerre du Vietnam, la guerre de Corée. On n'en a pas fini. Donc l'État. Ce n'est pas l'État fautif, ce n'est pas le droit qui est fautif, c'est l'individu. Et la science politique ne touche pas aux individus, ne peut pas changer les individus. Elle peut tout juste créer un cadre qui favorise la personne qui cherche le bien, plus qu'une personne qui fait du mal, ou qui cherche à faire du mal. Et donc, on a essayé, parce qu'on ne peut pas faire confiance aux institutions, à l'État tel qu'il est conçu, tel qu'il se développe, et qui devient autonome, indépendant vis-à-vis de tous. Il fallait quelque chose pour garantir la sécurité des individus. Et c'est là qu'on a développé les droits de l'homme